Kavi TV, la télé du développement. Le village en même temps en ville, c'est la magie de Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement, le seul et unique en République de Guinée. Merci d'être nombreux à notre écoute. Si vous nous écoutez sur la 89.5 en bande FM, merci de nous pratiquer à la télé, c'est sur Kavi TV et canal 113. Si vous êtes abonné au bouquet canal Star Times, pardon. Si vous êtes sur le bouquet Canal+, vous nous pratiquez sur le numéro 249. Merci de votre fidélité. Merci de télécharger notre application mobile Kavi Média, disponible sur Play Store et App Store, sur notre site d'information siaminfo.com. Là également, vous pourrez nous écouter ou nous regarder en direct dans cette émission sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Facebook, Meta pour certains. Merci de nous pratiquer sur Kavi TV, sur Kavi Média, vous êtes sur TikTok, Instagram et YouTube. Vous avez fait le bon choix de ce côté. Au menu de ce matin, de ce lundi, premier jour de la semaine, le camarade Mohamed Touré, secrétaire général du PDG RDA et fils de feu Ahmed Sékou Touré, a foulé le sol de sa Guinée natale ce samedi après avoir retrouvé sa liberté en décembre dernier aux États-Unis. Un retour au bercail rendu possible grâce à l'implication personnelle du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, mentionne la direction de la communication et de l'information de la présidence DCI. Après plusieurs années d'ennui judiciaire et de détention aux États-Unis, Mohamed Touré et son épouse Denis Cross Touré soufflent le vent de leur liberté en République de Guinée. À entendre les propos du camarade Mohamed Touré, tout porte à croire que sans l'implication du pouvoir de Conakry, son calvaire aurait continué. Décryptage à suivre dans un instant. Depuis une semaine maintenant, le torchon brûle entre les ouvriers de la cité administrative de Koloma à Conakry et les sociétés sous-traitantes. Ces travailleurs sont décidés à faire valoir leurs droits. Ce samedi même, ils ont encore battu le pavé pour exiger de meilleurs traitements. Nous travaillons trop, l'argent est insuffisant et non à la sous-traitance. Ce sont des messages exprimés par les manifestants. Qu'est-ce qui est à l'origine donc de ce mécontentement général? Yaya Diallo a glané quelques informations pour nous dans cette émission. Depuis la fin de la récréation sonnée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, nombreux sont les partis politiques qui ont accouru pour se mettre en règle, la majeure partie en organisant les congrès avant la date butoir fixée par le MATD. Congrès, oui, mais ont-ils été organisés comme exigé par la charte des partis politiques? Pour en savoir davantage, nous recevons ce matin pour vous M. Togba Dounamou. Il est président du parti Nouvelle Vision, réélu il y a quelques semaines à la tête de son parti. Avec lui également, nous survolerons l'actualité sociopolitique du pays. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce premier numéro de la semaine. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement.
Merci de nous préférer sur le seul et unique média. Merci si vous êtes à notre écoute ou vous nous suivez déjà à Bofa, à Boké, à Conakry. Vous nous suivez du côté des nouvelles communes de Bessia, de Lambagny, de Somfonia, à Manéa. Merci une fois encore d'être fidèles à nos programmes. Merci de nous suivre si vous êtes sur les réseaux sociaux. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Et Diallo, on commence par cette première actualité, ce retour de Mohamed Touré après 7 ans de prison du côté des États-Unis, une communication ou des communications qui laissent à désirer. Justement, vous me permettez un peu de déroger à la règle pour parler un peu du décès d'Elas Biro. Biro Diallo, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui a marqué les esprits. On nous a raconté un peu son passage à la tête de la première législature multipartite en République de Guinée ici, où il avait quand même su imprimer sa responsabilité et son impartialité au niveau de ce Parlement-là. C'est comme ça qu'on nous a raconté son histoire, jusqu'à qu'on était encore assez jeune. Il a eu plus de 102 ans, je crois qu'il est décédé avec l'âge de 105 ans. Donc c'est le lieu pour nous de présenter toutes nos condoléances à sa famille biologique, au peuple de Guinée. C'est cela aussi, des hommes qui ont marqué l'histoire. Il faut les rendre, disons, l'ascenseur. Et je crois que c'est le lieu, le moment pour nous de le dire. La participation de tous les Guinéens hier, de tous les bords politiques, en dit long assez sur ce qu'il a été en termes de responsabilité et d'engagement sur un certain nombre de choses dans notre pays. Bien, parlant de l'actualité, paix donc à l'âme de notre illustre disparu qui a quand même tout donné à la République de Guinée, que son âme repose en paix. Nos condoléances à toute la famille et au peuple de Guinée tout entier. Oui, Diallo, on parle de l'actualité et on parle de ce retour du fils Touré. Du fils Touré, Mohamed Touré, que nous saluons de nos deux mains, parce que vous savez très bien que c'est depuis 2019 qu'il fut jugé et condamné au niveau de la prison de Texas aux États-Unis pour esclavage, tout simplement, maltraitance liée à une jeune fille guinéenne. Voilà donc une procédure judiciaire qui a duré longtemps. Il y a eu au début, c'était sous Alpha Condé, des démarches ont été menées pour anticiper sa libération, ce qui n'a pas été le cas, parce que vous savez très bien, les États-Unis, ce n'est pas les États d'Afrique. Les États-Unis, c'est... Voilà, donc il y a une procédure qui est là, donc l'ingérence n'est pas comme on peut le croire. Alors ça a suscité quand même de l'émoi au sein de l'opinion. Pour qui connaît Mohamed Touré, son passé et surtout le fils du feu président Ahmed Sékou Touré. Donc c'est pas n'importe qui, c'est un symbole pour notre pays. Je crois que cela a nécessité l'apport de tout un chacun pour que Mohamed puisse, disons, obtenir sa liberté, ce qui n'a pas été le cas. Au début, il y a eu des efforts qui ont été fournis pour qu'il puisse être en liberté, ce qui n'a pas été le cas. Finalement, le 5 septembre, c'est le CNRD qui a pris le pouvoir. Les mêmes efforts ont été engagés pour obtenir sa liberté. Ça a pris assez de temps, 2019-2025, disons à peu près 7 ans. 2018 même. 2018-2019. Parce que la condamnation effective, c'était en 2019. 19, oui, il a été jugé en 2018. La procédure, voilà, donc Dijon comme ça, c'est à peu près 7 ans comme ça. Donc on peut dire, en partie, il avait déjà fini de purger sa peine. Mais de toute évidence, ce qu'il faut signifier, c'est que l'État guinéen, quand même, a été présent à travers nos dirigeants, à travers nos représentations diplomatiques. Des efforts ont été fournis. Il a été quand même condamné en 2019. Si on doit faire le calcul avril 2019, fin avril 2019, jusque-là, on peut dire que c'était là. C'était là, il a purgé sa peine. Ouais, on est en avril 2025 maintenant. Mais oui, donc, 2025. Oui. Donc c'est pour autant dire qu'il en a de toute évidence purgé sa peine. Éventuellement, c'est ce qu'on entend à travers le ministre Maurice Sanda, bien avant que lui, c'est Mohamed lui-même qui parle que cette libération est le fruit d'un forcing politique. Je préférerais d'une pression politique ou des démarches tout simplement, parce que j'imagine encore une fois,
de quelle force avons-nous pour pouvoir exercer sur les États-Unis afin qu'on puisse obtenir la liberté de Mohamed Touré. Je ne le crois pas. Peut-être à travers la diplomatie. Ou un lobbying. Ou un lobbying, tout simplement. À travers la diplomatie, on pouvait effectivement obtenir sa libération. Sa libération est saluée par tout le monde. Il a rappelé ici, au-delà de nos autorités, les Guinéens de tous les bords se sont battus aux États-Unis là-bas pour que cela soit ainsi. Parce que je l'avais rappelé, c'est un symbole. C'est l'office de l'ancien président, le tout premier président. Donc, comme tel, cela nécessite le concours de tout le monde. Je crois que ce qui a été fait, finalement, il est en liberté. Et c'est à se demander, encore une fois, puisque Mohamed, qu'on avait connu très bouillant à un certain niveau, se retrouve dans un fauteuil roulant, c'est à se demander qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. De quoi souffre-t-il? Je crois que ce sujet n'a pas été évoqué, mais on en a vraiment besoin de savoir effectivement. Donc, c'est pour autant dire que, encore une fois, merci à tout un chacun pour cette participation. Merci aux autorités, merci au peuple de Guinée. Et ça peut être une leçon de vie pour tout un chacun de dire à un certain niveau, tout peut arriver. Je crois que c'est en cela que nous disons l'humilité doit prévaloir dans tout ce que nous faisons. Si son incarcération au niveau des États-Unis avait quand même suscité de l'émotion de part et d'autre, c'est parce que c'est pas parce que simplement il fit l'office du président Medsek Touré, mais de par ce qu'il a été. Mohamed, pour celui qui l'a connu ici sous Alpha, c'est quelqu'un qui disait les choses telles qu'elles s'est présentées. C'est quelqu'un qui n'a pas massé ses mots pour dénoncer un certain nombre de choses. Je pense que comme tel, il méritait ce qu'il a pu quand même bénéficier comme soutien de la part du peuple de Guinée. Je pense que c'est en cela que nous pourrons faire face à des défis existentiels. Quand des Guinéens comme ça sont en maille à partir de la justice, que ce soit ici en Guinée ou un peu partout à travers le monde, je pense que les Guinéens de tous les bords, sans exception, doivent pouvoir s'élever comme un seul homme pour pouvoir, défendre ce Guinéen-là. Il s'agit d'un Guinéen, et soit que c'est ce qui a prévalu. Par après, on a entendu les uns et les autres dire, nous avons suivi ce qui s'est passé au niveau de la RTG, avec les commentaires et tout ce qui s'ensuit. On peut comprendre encore une fois, parce que quoi qu'on en dise, les premiers qui sont vus dans ça, naturellement, ce sont nos autorités. Forcément. Alors, comme tel, on ne peut pas leur dénier cette récupération. Oui, et en politique, il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Bien. Donc, on ne peut pas naturellement aussi les dénier cette récupération, parce que j'ai envie de dire c'est une récupération de tout, parce qu'entendre le ministre des Affaires étrangères quand même, ça en dit long assez. Bien. Mais ce qui est important, c'est que Mohamed est libre, alhamdoulilah, et je crois que c'est ce qui me semble être le plus utile. Encore une fois, félicitations à tous ceux qui sont impliqués pour sa libération. Par là, on peut s'exprimer effectivement, ça risque de se tromper. C'est une fierté pour nous tous, parce que le laisser comme tel, à un certain niveau, on risque effectivement d'avoir aussi un autre regard sur le peuple de Guinée, parce que tout simplement, de par ce qu'a été son papa, de par ce qu'il a été, il méritait mieux. Et je pense que c'est ce qui fut fait dans notre pays. C'est ce qui fut fait. Mohamed retrouve sa terre natale au grand sourire, hein, si on peut l'appeler comme ça, pour le bonheur de sa mère, sa tendre mère, Dame Touré, Hadja André, aujourd'hui qui, sous le poids de l'âge, reste quand même forte et qui revoit son fils sain et sauf. Qui l'aurait cru, hein? Ah ben ouais, personne, il faut quand même le dire, parce que connaissant disons, les procédures judiciaires aux États-Unis, on s'est dit tout simplement que le revoir maintenant là, c'est bon, enfin, on dit même, disons, de quelque chose qui sort carrément du cadre ordinaire. Mais il faut quand même saluer aujourd'hui la libération de l'homme, parce que 7 ans en prison, c'est pas quelque chose quand même de facile. Vous l'avez constaté, l'homme qui est entré, disons, il marchait, il est ressorti dans un fauteuil roulant. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Beaucoup d'interrogations à se faire à ce niveau-là. Mais malheureusement, la justice, c'est cela, et la prison aussi a d'autres réalités que parfois nous ignorons, tout simplement. Les États-Unis et la Guinée, cela fait quand même 7 ans. On rappelle que c'était en mois d'avril 2019
que Mohamed et sa femme ont été condamnés pour des faits, parce qu'ils avaient quand même été déclarés, disons, coupables de travail forcé et condamnés à une peine de 7 ans de réclusion par un jury fédéral. Et de 2019 à 2025, si vous comptez très bien, vous allez comprendre que cela fait 7 bonnes années que Mohamed et sa femme sont en prison en train de purger cette peine qui leur ont été quand même, disons, infligée. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui par rapport à cette récupération? Parce qu'il ne faut pas quand même voiler les choses. C'est une récupération, la peine étant totalement purgée. Il faut aujourd'hui dire, même si de l'autre côté on entend le concerné même dire qu'il y a eu quand même des étapes judiciaires qui ont été brisées pour quand même faciliter sa sortie de prison. De l'autre côté, il faut le dire pourquoi cela n'a pas été fait aussitôt. C'est-à-dire parce que ces démarches-là ont été commencées depuis sous Alpha Condé pour la libération de l'homme. Mais si vous regardez de l'autre côté les charges qui pesaient sur lui, c'était difficile pour la Guinée, c'est-à-dire et même, disons, les États-Unis de le libérer. Pour la Guinée de le faire libérer, les États-Unis de le libérer. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qu'on a pu dire à, disons, à la justice américaine pour que l'homme soit libre? On attend encore de voir, parce que là, on s'interroge vraiment, parce que ça étonnerait quand même que de telles situations arrivent. Est-ce qu'il y a eu un échange, c'est-à-dire entre un prisonnier américain vivant sur le sol guinéen et peut-être un autre avec notre compatriote? Parce que c'est tout ce qui pouvait quand même, selon ma compréhension, faire, disons, pression sur les États-Unis afin quand même de libérer. On le voit même dans les films. C'est comme ça, quand il s'agit du respect de la loi, même étant américain, ça ne tolère pas, à plus forte raison que vous soyez quand même une personne d'un autre pays, d'une autre nation et surtout africain. C'est un autre fardeau aujourd'hui. Je crois que on peut comprendre les autorités aujourd'hui. Peut-être que pour le retour de l'homme, il y a eu une implication des efforts qui ont été fournis par-ci et par-là, mais aller jusqu'à parler de sa libération ou d'un forcing, parce que c'est le mot qu'il a dit. Il parle d'un forcing politique. Peut-être que même il faut prendre cela comme étant sous une coupe de pression. Aujourd'hui, il faut poser quand même le diagnostic par rapport à toutes les causes qui ont fait quand même que l'homme s'est retrouvé en prison. On parle de la maltraitance d'une jeune fille qui avait à peine à l'époque 16 ans. Là, elle a déjà rappelé pour maltraitance. Mais si on doit revenir chaque fois sur cette histoire, après, est-ce que ça peut le quitter? Non. Ce qui reste clair, c'est déjà fait. Il a purgé sa peine. Je pense que ça sert de leçon. Pas qu'aux Guinéens, à tout le monde. L'esclavagisme, quoi qu'on puisse dire, n'est pas quand même autorisé. Nous, on s'est battu, la Guinée, pour avoir notre indépendance. C'était en 1958. Ouais. C'est quand même déplorable qu'on dise que fils Touré s'est retrouvé dans cette optique, alors que père Touré s'est toujours battu pour que les Africains soient libres partout dans le monde. Donc c'est pourquoi il est quand même gênant de le rappeler ainsi. Il est gênant chaque fois de revenir sur ce qui s'est passé, de revenir sur ce qui l'a conduit en prison. Aujourd'hui, l'essentiel, comme il l'a rappelé, Mohamed Touré est en République de Guinée. Sain peut-être, sauf oui, sain peut-être, sauf oui. Je sais de quoi je parle parce que santé côté. Oui, ce que j'ai dit. Ouais. Sain peut-être, je parle de santé là. Je comprends. Merci. Parce qu'il est dans un fauteuil roulant. Il avez dit qu'il est sauf, donc merci. Il est en vie. Il est en vie. Ça concerne sa santé. Sa santé. Et Mohamed Touré a quitté la Guinée. Il était bien portant. Aujourd'hui, tu te poses encore la question et tu fais bien de le faire. C'est-à-dire, pourquoi Mohamed se retrouve en fauteuil roulant? Aujourd'hui, nous devons, en tant que Guinéens, où les autorités doivent plus se battre pour que Mohamed puisse recouvrir sa liberté, sa mobilité surtout, pas liberté, excuse-moi, merci Yaya, sa mobilité, parce que là, il y a un souci. Moi, tout ce qui attire mon attention, c'est ça. Aujourd'hui, face à la loi, Mohamed, face à la justice
ne doit pas être, comment je peux dire ça, sélective. La justice doit traiter tout le monde au même pied d'égalité. Ça s'est passé. L'erreur, elle est humaine. Mohamed a commis une erreur. Aujourd'hui, il a purgé sa peine. Qu'on le rappelle ou pas, il a purgé sa peine. C'est ça aussi la vie. Oui, c'est cela la vie. Maintenant, on parle des démarches quand même du côté de Conakry, du pouvoir de Conakry pour le faire libérer. Lui, il parle d'enforcing, mais de l'autre côté, parce que si tel est le cas aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire des démarches pour faire libérer quelqu'un, alors que même dans votre propre pays, il y a des personnes qui croupissent encore en prison pendant de longues années, qui attendent encore jugement adéquat, c'est-à-dire conformant à la loi. Ils n'en gagnent pas. Je crois que c'est vraiment une incohérence. On ne comprend pas. Et si tel était le cas, parce que c'est un exemple aujourd'hui que les États-Unis viennent de montrer. Tout simplement, ils disent que nul n'est au-dessus de la loi. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez le président de Mamadi Doumbouya, le fils de Mamadi Doumbouya, le fils d'Alpha Condé ou je ne sais quelqu'un d'autre. Donald Trump a démontré le contraire. Hein. Ben, ça, c'est vous qui le dites. Ah, mais nous, le cas de Donald Trump, ça s'est passé ici, nous le savons. Les faits sont là. Les faits sont là. Est-il en prison? Est-il en prison? L'attaque du Capitole, devrait-il être en prison ou pas? Yaya. Non, mais c'est un fait là. Vous rappelez deux faits diamétralement opposés. Non. Il y a des faits politiques. On parle de justice. Il y a des faits politiques. Nous parlons bien sûr de justice. Nous parlons bien sûr de justice. Mais je vous dis quelque chose qui les faits politiques. Et les faits pour lesquels Touré, je ne vais pas les rappeler, a été condamné diamétralement opposé. Il faut aujourd'hui dire qu'autant on peut faire des démarches pour faire libérer notre compatriote, autant on peut aujourd'hui accélérer par rapport au jugement des gens et des autres qui se retrouvent en prison plus de 2 ans, plus de 3 ans aujourd'hui. Je crois que ceux-là aussi, leurs familles les attendent quand même à la maison. Soit on les juge, soit on les libère. C'est entre les deux. Parce qu'à chaque fois que vous interrogez les avocats de ces personnes-là, vous allez comprendre qu'on parle de non-renouvellement du mandat de dépôt par-ci et par-là, alors qu'on est en train de dire que la justice est la boussole. On ne comprend pas, ça devient de 2 poids 2 mesures. Je crois qu'il faut commencer par balayer devant sa porte avant quand même d'attaquer la porte d'autrui. Bienvenue donc à Mohamed Touré sur la terre de ses ancêtres. Merci en tout cas aux autorités guinéennes, à toutes les personnes qui se sont impliquées, s'il y a eu implication, pour la libération ou pour le retour au bercail de fils Mohamed Touré, ce qui donne une joie immense à sa mère, qui reste quand même une icône pour la République de Guinée à travers son âge, à travers les différents combats menés auprès de son cher feu époux. Repose en paix, camarade Ahmed Sékou Touré. Bienvenue à Fils Touré. On parle de cette autre actualité et on se dirige vers la cité administrative de Koloma. Que se passe-t-il de ce côté, puisqu'il y a une semaine maintenant, les travailleurs battent le pavé? Ouais, ça fait une semaine des ouvriers, plus de 2000. Vous imaginez Abdallah qui réclame, vous avez rappelé dans l'introduction, entre guillemets, l'augmentation de leur salaire. Ils l'ont dit en substance, Waligo Kobriruru. Ce qu'ils ont dit en Soussou, c'est écrit sur les pancartes en Soussou. Et ils l'ont commencé il y a longtemps. C'est vrai que pour un début, il y a eu des tractations à l'interne, parce qu'il y a longtemps, ils voulaient quand même battre le pavé. On les a rappelés à l'interne pour pouvoir discuter et voir s'il y a une possibilité de trouver ce qu'on appelle un terrain d'entente, ce qui n'a pas été le cas. Après moult négociations à l'interne, finalement, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure, donc de manifester et empêcher tout accès au site de Koloma. Et vous imaginez très bien que la cité administrative de Koloma fait partie parmi les priorités des priorités du CNRD. Ça veut dire tout simplement qu'au niveau de la cité, là-bas, ça travaille matin, midi, soir. Même la nuit, il y a des ouvriers qui travaillent. Parce que tout simplement, ils veulent vraiment que la cité soit, disons, achevée et que cela puisse être, disons, effectivement un autre acquis du CNRD. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de multiplier les recrutements, et puis voilà, finalement plus de 2000, environ 3000, disons, ouvriers qualifiés, non qualifiés, ils travaillent. Il y a certains qui viennent de Dibreka, certains de Koya, certains dans les quartiers environnants. Et j'avoue que beaucoup de jeunes
beaucoup de jeunes ont pu quand même trouver ce qu'on appelle leur emploi à partir de là-bas et qui aujourd'hui ont cessé de rester dans les quartiers anciens. Parce que quand vous réveillez, par exemple, vous prenez l'Ariel qui passe par le camp Fayaya en montant vers le marché des Colomba, vous vous levez à 6h du matin, vous voyez la ruée vers la cité administrative, vous vous rendrez compte effectivement que ça a quand même créé des emplois à bien des égards. Ça, c'est un élément qu'il faut signaler. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est la SONAPI qui est le maître d'ouvrage de cette... c'est là le véritable souci. Justement. Vous savez très bien, vous savez mieux que quiconque... Société nationale de promotion immobilière. Ouais. Rattachée à la présidence de la République. Justement. De Guinée. Justement. Dont la tutelle est le secrétariat général. Ouais. Ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara. Et le général avait fait un saut de ses côtés à un moment donné, pas plus tard 3 semaines. Et les jeunes ont profité de cette circonstance pour attirer son attention. C'est vrai qu'il n'était pas là-bas dans ce sens-là, mais les gens criaient par-ci par-là, Général Waligo Kobri Rourou. Donc je crois qu'il avait entendu cela. Et finalement, ce sont ces manifestations intempestives. Même le samedi, vous l'avez rappelé ici. Ce qu'il faut dire, c'est que le samedi, il y a eu des arrestations. Plus de 16 employés ont été arrêtés. Donc les autorités sont passées à la vitesse supérieure. À la vitesse supérieure. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'après cela, m'apprend-on, c'est la présidence qui aurait appelé de libérer automatiquement ces jeunes-là. Donc le cri de cœur est entendu de ce côté. En partie. Parce que ça veut dire tout simplement que si au niveau de la présidence on a appelé, qu'on a intimé à ce qu'on puisse libérer les jeunes, ça veut dire tout simplement que par endroit on commence à avoir une oreille attentive, ce qui n'a pas été le cas pour un premier temps. Parce que ce qui se passe, que quand vous prenez par exemple la SONAPI, qui, il faut le rappeler, a recruté une société arabisane, c'est Arabian Construction Co, qui a décroché ces contrats-là et qui à son tour, parce que c'est là où se trouve le bas blesse. Avec ACC, il n'y a pas de problème. Avec les employés, avec les ouvriers, tout se passe bien. Mais dès l'instant que ACC, qui a bénéficié de ces contrats, a fait appel, selon les ouvriers, à des sociétés guinéennes, à des sociétés sous-traitantes, et cela aussi a été, disons, par endroit, exigé par la SONAPI. Et suivez mon regard, comment ça se passe? Parce que c'est la SONAPI qui a recruté ACC. Je pense qu'il appartiendrait, entre guillemets, à ACC, si besoin s'exprimer, de pouvoir procéder au recrutement d'un certain nombre de sociétés sous-traitantes, mais pas à la SONAPI de dire à ACC, il faut recruter telle ou telle société. Parce que les sociétés qui sont incriminées dedans, et dont les ouvriers exigent effectivement la suppression, c'est la société AR. Pour un premier temps, c'est la société Itrajec, et finalement c'est la société, je pense que GTI, quelque chose comme ça. Ce sont les 3 sociétés-là qui sont les sociétés sous-traitantes et dont on a réclamé tout simplement la suppression. Au-delà de l'augmentation de salaire des uns et des autres, on est allé jusqu'à dire les sociétés sous-traitantes, on n'en veut plus. On veut vraiment traiter directement avec ACC. Vous savez, ACC, c'est la société qui, il faut le rappeler, qui fait en bonne et due forme ce qui lui revient des droits vis-à-vis des employés. Mais quand il y a ce qu'on appelle la sous-traitance, parce que pour beaucoup de travailleurs, ils n'ont pas signé leur contrat, ce qui a été rejeté de l'autre côté, il faut le rappeler pour équilibrer l'information, ce qui est rejeté par la SONAPI. Et au niveau de l'agence guinéenne de la promotion de l'emploi, c'est signé en bonne et due forme. Les contrats sont, disons, signés par les employés, dit-on, au niveau de la SONAPI. Tous ceux qui y travaillent, les ouvriers non qualifiés, on nous apprend qu'ils touchent chacun environ 70 000 par jour. C'est ce qui est signé. Ce qui fait 1 500 000 pour 30 jours. Justement. Si je ne me trompe, non, ça dépasse cela. Ça dépasse. 2 millions. 2 millions 100 000. Justement, 2 millions 100 000. Pour les qualifiés, c'est environ 200 000 par jour. Dit-on, ça, c'est la SONAPI. Mais pour les ouvriers, il y a certains qui touchent 40 000, 50 000, 60 000, ça ne dépasse pas. Avec la sous-traitance. Avec la sous-traitance. Oui. Donc, vous avez vu l'écart.
Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a ce qu'on appelle un véritable problème là qui se pose avec la sous-traitance. Et la sous-traitance, vous savez, son problème, ça ne concerne pas que la cité administrative. Dans toutes les zones minières, c'est comme ça, ce qui pose problème aujourd'hui. Nous avons reçu l'autre fois le syndicaliste qui nous expliquait ce qui se passe sur le terrain avec les sociétés sous-traitantes. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle une règle à la matière. Si les contrats sont signés en bonne et due forme, bien élaborés, je pense que tout ce qu'on pourrait exiger à ces sociétés sous-traitantes-là, c'est de respecter, disons, entièrement la lettre et l'esprit de ces contrats-là, ce qui n'a pas été le cas. Maintenant, on a rappelé ici que la SONAPI relève de la présidence, donc sous la tutelle du secrétariat général de la présidence, en l'occurrence le général Amara Kamara. Je pense qu'il appartiendrait à lui, et je pense qu'il commence à entendre le message, il appartient à lui de faire le choix entre près de 3000 Guinéens et 3 sociétés sous-traitantes. C'est-à-dire que de voir évidemment ce qui se passe. Un choix s'impose. Un choix s'impose. Et je pense que là, de toute évidence aujourd'hui, parce que de ce que nous apprenons, Abdallah, ça s'avère vrai, c'est qu'il y a des manœuvres qui sont en train d'être cuisinées à l'interne, qui consistent effectivement à remplacer certains, notamment les têtes d'affiche, les ténors de ce mouvement-là, essayer de les remplacer petit à petit pour pouvoir étouffer le mouvement. Soit que si tel est le cas, ce ne serait pas la solution, ce serait ce qu'on appelle un autre problème qu'on tente de soulever ici et là. Parce que les ouvriers sont déterminés. Il y a une action qui est enclenchée par ces ouvriers-là et ils sont tous d'accord que tout ce qu'ils exigent, c'est que les contrats soient respectés. Qu'on puisse leur montrer leurs contrats. Et vous savez très bien que ça... Vous en savez très bien que c'est ça. Parce que quand c'est cette histoire de contrat, vous connaissez bien que... Ah oui, vous savez très bien que... Il ne faut même pas aller plus loin. Dans ce pays, vous savez En Guinée, le contrat est un problème. Hein, c'est un problème de part et d'autre. Pour les entreprises. Pour les entreprises. Honnêtement. Et beaucoup en profitent là. Beaucoup en profitent là. Des bandits à col blanc. Des bandits à col blanc. Des personnes, des cadres sans vergogne, sans aucune pitié, refusent de donner des contrats aux travailleurs. Pourtant, ils ne foutent rien. Hein. Excusez-moi du terme, ils ne font rien. Absolument. Ces personnes qui s'attellent à cela, c'est ce matin venir avec leur gros ventre, s'arrêter, donner des ordres bidons, sans aucun leadership, sans aucun management, après dire que nous avons une entreprise. C'est grave. C'est grave. C'est très grave. C'est grave et je pense que aujourd'hui, c'est un phénomène qui touche à... C'est un cancer. C'est un cancer, pour ainsi dire. C'est un cancer, pour ainsi dire. Et c'est pour autant dire qu'il appartient à la présidence de faire l'arbitrage. Déjà, un pas est franchi. Honnêtement, ils en ont créé des emplois. Ça, c'est un fait. Faites en sorte que ces emplois-là soient, disons, pérennisés. Et pour pérenniser, là, essayez de voir à l'interne qu'est-ce qui se passe. Bien. Le lien qui existerait entre la SONAPI et ses sociétés sous-traitantes, en l'occurrence AR, Itraject et ainsi de suite, essayez de voir qu'est-ce qui se passe entre eux. Parce que dès l'instant qu'on parle de la sous-traitance, évidemment, la magouille s'impose. Ça, c'est connu de tout le monde. Bien. Et je vous ai dit ici, n'allez pas trop loin, essayez de voir autour de vous, vous verrez bien ce que je suis en train de vous dire. Ce qui concerne ça. Non, moi, je comprends. Bon, j'ai bien fait de voir. Je comprends ce que tu es en train de dire. Donc, mais mon cher général... Pourquoi j'ai parlé de cancer? Merci. Mon cher général, c'est à vous de faire le choix. Bien. Et je pense qu'aujourd'hui, écoutez ces ouvriers-là, aujourd'hui, qui souffrent énormément. Et tout est en train d'être mis en œuvre pour pouvoir étouffer cela. Je pense que c'est à vous seulement de faire ce qu'on appelle l'arbitrage. Et je pense que il faut choisir les 3000 Guinéens qui sont là aujourd'hui. Bien, ce qui est compris. Nous estimons que le ministre secrétaire général de la présidence de la République va très vite s'occuper de cette affaire. Mais en attendant, Mohamed Leba, 3000 employés, 3000 Guinéens ou près de 3000 Guinéens, on peut le dire comme ça, sont quand même en souffrance sur le site de la cité administrative de Koloma, le site de Koloma. Là également, c'est une priorité présidentielle. Il faudrait éviter qu'il y ait des mouvements de ce côté, qu'il y ait des cris, si on peut l'appeler comme ça. Payer, c'est le minimum qu'on puisse faire. Payer ce qui a été donné par l'État. Oui, payer de façon très normale, il faut le rappeler. Ils sont payés, mais le problème est qu'ils ne sont pas bien payés. Ils sont payés. Non, ils sont payés, mais le gâteau est coupé autour de la table de Berlin. Il y a le gâteau. Il y a le gâteau. Mais c'est coupé sur la table de Berlin. Et évidemment. Donc je crois qu'aujourd'hui le problème c'est cela. À entendre ces personnes-là, si vous les écoutez directement, vous allez comprendre encore combien le mal est profond.
le Guinéen, parfois, il est le véritable, c'est-à-dire maître d'esclavage de son propre compatriote. Parce que ce qui se passe, si vous les entendez, ces gens-là, disent vouloir traiter directement avec la société, cette société étrangère, plus que nos propres frères guinéens, c'est-à-dire qui détiennent des sociétés dont Yaya vient de citer les noms. Ce qu'on n'a pas dit, sauf que lors de la dernière manifestation, mercredi, il y a eu des blessés. Il y a eu environ 3 blessés, il y a eu des interpellations, ça Yaya l'a rappelé. Et à côté de ces interpellations, il y a une autre souffrance aujourd'hui qui est ouverte pour ces personnes qui sont des Guinéens. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Parce qu'à chaque fois, ce sont les propos de certains que nous avons quand même approchés pour connaître réellement ce qui ne va pas. On nous laisse comprendre, ou on nous fait comprendre, Abdallah, que quand le général Amara vient sur le terrain, ces personnes ou ces responsables, les responsables de ces sociétés-là, font tout ou tentent le tout pour ne pas que le général entende ces personnes-là, pour ne pas que ces personnes soient directement, c'est-à-dire reçues par le général, pour qu'on lui explique réellement ce qui ne va pas. Oui. C'est-à-dire cette sous-traitance à ciel ouvert est aujourd'hui qui quand même fait de telle sorte que ces personnes sont coincées sous une galère qui ne dit pas son nom. Alors qu'elles se lèvent, ces personnes, chaque jour que Dieu fait, pour aller travailler. Nous sommes sur la même voie. Le matin, il suffit juste de se lever pour voir combien de fois qu'il y a une ruée vers cette cité administrative qui aujourd'hui s'avère quand même une priorité absolue pour le gouvernement. Je crois que ce qui est en train de se passer, ça doit donner aujourd'hui une leçon aux gouvernants pour comprendre combien de fois que les contrats qui sont, c'est-à-dire donnés à certaines sociétés guinéennes, souvent, la plupart, ce sont des contrats, c'est-à-dire mal exécutés. Et surtout quand il s'agit de ce qui lie les travailleurs à ces responsables de société, c'est autre chose. Ce qu'on annonce, c'est 70 000. La plupart des personnes, selon ce qu'on nous a fait comprendre, ne touchent même pas 30 000 par jour. On parle de 40 000. J'ai dit la plupart. Certains disent même être payés en dessous. C'est que c'est comme si... mais pourquoi officiellement ils annoncent 40 000 or qu'ils ne sont pas payés à 30 000? C'est ce que je dis. En fait, si vous regardez... Vous annoncez que vous êtes payé à 40 000 minimum ou 50 000 et que vous prenez 30 000, c'est grave. Vous prenez certains, ils vont vous dire, certains, vous savez qu'il y a la hiérarchisation. Vous comprenez que les salaires ne sont pas les mêmes. Pour certains, et puis voilà... Mais le minimum payé, c'est 40 000. Le minimum, c'est ce que la plupart, certains disent 40 000. Il y a des personnes qu'on a prises qui parlent de 30 000, de 35 000 par jour, alors que ce qui est annoncé, c'est 70 000. C'est 70 000, même si cela même devrait aussi être revu. Mais au moins, ce qui est annoncé, il faut quand même donner cela. Normalement. Pour que le travail soit bien fait. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de bien faire son travail alors que l'intéressé est mal payé, alors que l'intéressé a faim. Comment vous pouvez faire monter, c'est-à-dire le gravier ou tout ce qui est tout ce qui concerne les matériaux de construction et autres, alors que vous avez faim? Comment vous pouvez pousser des brouettes alors que vous avez un ventre vraiment très vide? Il faut aujourd'hui que la présidence, parce que quand même la SONAPI est rattachée à la présidence, de l'autre côté, la SONAPI aussi a une hiérarchie qu'il faut quand même souligner. Il faut aujourd'hui que la première personne chargée quand même de cette affaire-là, le général Amara, se lève pour que ces personnes-là soient rétablies dans leurs droits. Elles ne demandent que ça. Bien. Donc on va dire qu'on est en train aujourd'hui de défendre, mais il s'agit bien de cela. On parle de près de 3 000 Guinéens là. Il faut choisir entre ces sociétés, ces 3 sociétés, et ces personnes aujourd'hui, de la plupart quand même, ont des familles. Vous avez des familles à nourrir, et si même vous regardez les 70 000 par jour, ça ne fait pas 3 millions par mois. Je ne crois pas que cela puisse faire 3 millions par mois. Peut-être que Yaya peut me faire le calcul, mais vous allez encore comprendre qu'il faut aujourd'hui même revoir, c'est-à-dire la situation salariale de ces personnes-là, pour qu'on puisse vraiment permettre l'exécution d'un bon travail sur cette cité-là aujourd'hui. Parce que nous, Guinéens, on a aujourd'hui envie de savoir ce qui va réellement, ce que va devenir cette société, enfin cette cité dans un proche, disons, avenir.
Parce que quand même, cela fait un peu longtemps que les travaux ont été lancés et nous voyons quand même que l'État aujourd'hui est en train de déployer tous les efforts pour qu'il y ait matérialisation quand même de cette initiative aujourd'hui qui est présidentielle, pour que cette cité sorte de terre. Oui. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ça ne va que freiner l'élan du travail. Et malheureusement, c'est aux grandes dames des autorités elles-mêmes. C'est très grave ce qui se passe de ce côté. Et justement, ce qu'il faut dire, c'est que les ouvriers dont tu parles, il y a les non qualifiés, non qualifiés qui sont là, dont, disons, le statut est connu. Il y a les qualifiés quand même, il faut leur dire qu'ils reçoivent quand même un bon salaire. Ce qu'il faut dire, c'est le nombre d'heures. Vous imaginez, ils sortent, ils commencent le travail, pour certains, c'est à 6 heures du matin, donc ils peuvent aller jusqu'à 18h, 19h. Vous imaginez, oui. Attends. On parle de 8 heures de travail. Hein. Ça va au-delà. À certains, c'est 10 heures, 12 heures de travail. Maintenant, il y a certains s'ils veulent. On ne va même pas tout dire. Il y a certains qui, s'ils veulent, il y a certains aussi, la possibilité est donnée pour certains. Les dimanches, ça c'est payé cash, c'est-à-dire que vous voulez travailler les dimanches, vous travaillez, on vous paye cash. Il y a certains aussi qui font ça. Mais vous imaginez pour quelqu'un qui quitte Dubreka, parce que certains sont obligés, quand ils viennent le lundi, ils sont obligés de rester toute la semaine pour ne pas gaspiller tout ce qu'ils gagnent là-bas dans le transport. Donc, coucher dans les chantiers là-bas et attendre jusqu'à la fin de la semaine pour pouvoir, disons, repartir. Mais ce qu'il faut signaler aussi, une précision qui est importante, ils sont payés à la quinzaine aussi. Oui, à la quinzaine. Chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, ils sont payés. Donc je pense qu'aujourd'hui, il appartiendrait, parce que ce qu'il faut dire, c'est que cette grève-là aussi a empêché le processus, disons, de la construction de cette cité-là. Les choses avancent très bien. Il y a des équipes qui travaillent pendant la journée, il y a des équipes aussi qui travaillent pendant la nuit. Donc les travaux vont crescendo, mais si cette grève-là commence un tout petit peu disons, d'empêcher l'évolution des choses, je crois qu'il appartient aux autorités au plus haut niveau de prendre leurs responsabilités et d'en tirer toutes les conséquences. Bien, on y va avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs avant de recevoir notre invité pour ce lundi. L'infatigable communicant du CNRD, le général Mamadi Doumbouya, civilisé, généreux, l'enfant prodige de Boulamaya Samaya, M. Silari 15. Une pensée positive à votre patron, M. Edouard Koundouno, et à mon patron honorable Joe Bebeto. Je remercie infiniment mon général Mamadi Doumbouya de s'être impliqué pour la libération de mon cher frère de sang, Mohamed Touré. C'est pour cela, j'ai toujours dit, il est le président généreux, tout va bien en Guinée. Seulement les frustrés du CNRD, grâce à vous, nos stress médiatiques sont finis. Wosoboti, merci. Ansila, rue 15. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs au stand à plus 224 629 95 67 67 uniquement par SMS. Bonjour mes chers journalistes, je profite de votre émission pour présenter mes condoléances très émues à la famille de El Haj Boubacar Biro Diallo et à toute la Guinée. Je vous remercie. C'est Mfan Souman Camara depuis Anko 5, pardon. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs au stand plus 224 629 95 67 67. Bonjour ma radio, je suis Ali Radafi Camara depuis Bessia Port 1. Si tu es véridique, parfois tu es obligé de te taire parce que la vérité offense les gens. On est tous guinéens. Le CNRD doit renouer le fil du dialogue et laisser les gens se mouvoir, mais il crée son parti Guinée prospère et solidaire qui vivra. Je salue mon idole, le PM. Allez, il nous apprend encore des choses. Je pense que tu as la preuve de ce que tu avances. Bonjour, c'est Guy Lavogui âgé. Je vous suis depuis Tombolia. L'écoute est vraiment favorable. Merci pour la fidélité du côté de Tombolia. Bonjour, le meilleur de sa génération, Abdallah Kamara. Bonjour à tous vos excellents chroniqueurs. Bonjour à Fatako et à Fello Koundouya. C'est Koundoua, c'est dans la préfecture de Tougué, ça c'est chez Yaya. Après quelques années de détention aux États-Unis, Mohamed Touré rejoint enfin son pays natal. Félicitations à tous ceux qui se sont impliqués pour la libération de notre compatriote. Nous souhaitons la bienvenue à M. Touré sur le sol guinéen. Seboïba depuis Mbalia dans Kissidougou. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs. Bonjour Kavibedi à toute l'équipe technique ou les équipes techniques. Bon début de semaine à toutes et à tous. Que le Tout-Puissant Allah veille sur nous et qui nous guide dans tout ce qu'on fait. Retenons une chose, le monde est assis dans des relations, même
même quand vous voulez être président, il faut négocier. Donc la liberté de notre confrère Mohamed Touré, c'est une grâce pour nous parce que c'est un élément de la Guinée. Il est important de venir en aide à nos confrères, à nos frères et sœurs guinéens. Mohamed Touré a été une personne exceptionnelle ici durant son temps. Donc rendons grâce à Dieu pour sa liberté. Merci à toutes et à tous et à toute la population guinéenne et au président Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya pour son efficacité. C'est Nyangana Noël Koulemou depuis l'ancien barrage. Merci pour la fidélité, Koulemou. Bonjour les guerriers. Les États-Unis ne sont pas ce que vous croyez. Joe Biden s'était opposé lorsqu'il était président que son fils soit emprisonné pour fraude fiscale. Et Donald Trump devait faire la prison, mais il ne l'a pas fait. Et quand il est devenu président, il est parti jusqu'à libérer tous les prisonniers qui étaient condamnés à 10, à 15 ans et à 15 ans pour l'attaque du Capitole. Donc il y a deux poids, deux mesures un peu partout dans le monde. Même les États-Unis ne sont pas épargnés. Ici, Aga qui nous laissait cette réaction. Bonjour mes chers journalistes, c'est Amadou Gouldé. Le problème dans notre pays, partout où on parle d'argent, il y a problème. Tu emploies quelqu'un et tu refuses de lui donner son argent. Mon pays, c'est bien ça la Guinée, mon cher ami. Iso, bonjour Kavi FM, la 89.5, la meilleure des radios. Je m'appelle Ibrahima Souri Iso Kamara. En séjour à Koya, c'est juste vous informer qu'il y a un groupe d'écoute qui vous écoute ici avec intérêt et passion. Yaya, big up. Donc ça c'est de la part de Iso. Merci Iso pour tout ce que tu fais de ce côté. Merci à Koya également. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaba Dintingambouri Andankama. La mort de Aboubakar Bio Diallo est une perte énorme pour notre pays. Paix à l'âme de ce baobab. Qu'Allah lui pardonne et qu'il l'accueille dans son paradis céleste. Je vous assure, des cadres guinéens qui mangent les salaires de ces ouvriers, la plupart de nos entreprises, c'est les mêmes cas qui se passent, car les entrepreneurs payent bien leurs employés, mais les cadres véreux, bandits à col blanc, se permettent de manger la sueur ou les sueurs de leurs compatriotes. C'est vraiment dommage. Mamadou Alpha Kiambouria, depuis Koloma, fidèle auditeur de cette émission. On enchaîne toujours avec les deux instants. On va prendre deux SMS. Bonjour Kavi FM 89.5. La libération de Mohamed Touré est un sentiment de réconfort moral. A priori, bon courage à lui, que c'est Dieu qui détermine. Signé Mohamed Fodé Keita, Monsieur Keita Fodé de Boussoura, Matam. Dozo Sekou, le Plumatique. Bonjour les grands journalistes. Je profite de l'occasion pour saluer mes parents. L'écoute est favorable ici. Félicitations à vous et nous sommes fiers de vous. Félicitations au gouvernement pour le retour du fils de Sékou Touré. Dozo Sekou, le Plumatique. Dernier SMS avant de poursuivre cette émission. Bonjour et très bon début de semaine à vous les professionnels de l'information. Je suis Aboubakar Kankani Koulibaly. Je vous suis depuis la tannerie. Au fait, dans mon message à la Nation du Nouvel An 2025, le général de corps d'armée a souligné que la division n'arrange que celui qui divise. Donc je souhaite que les choses reviennent à des meilleurs sentiments du côté de Koloma. Une pause. Derrière, nous recevons notre invité de ce lundi. Avec lui, nous parlerons politique. Ne zappez surtout pas. Kavi TV, la télé du développement. Le village en même temps ville, c'est la magie de Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media. Disponible sur Play Store et App Store.
L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Le village en même temps en ville, c'est la magie de Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV. Merci de nous retrouver sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci d'être fidèle au programme du groupe Kavi Média. Je vous l'annonçais au sommaire depuis la fin de la récréation sonnée par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Nombreux sont les partis politiques qui ont accouru pour se mettre en règle. La majeure partie en organisant les congrès avant la date butoir. Congrès, oui, mais ont-ils été organisés comme exigé par la charte des partis politiques en République de Guinée? Pour en savoir davantage, nous recevons sur ce plateau M. Togba Dounamou. Il est président du parti Nouvelle Vision, réélu il y a quelques semaines à la tête du même parti. Avec lui, nous survolerons l'actualité sociopolitique. Monsieur Dounamou, bonjour, bienvenue. Bonjour Abdallah et bonjour à tous vos collègues ici présents. La traversée n'a pas été facile. Hein? Oui, c'est exact. C'est lundi à Conakry. Ça n'a pas été facile. C'est une coutume. Hein? Ouais. Vous avez été réélu d'abord avant, peut-être en 1 ou 2 minutes avant d'aller en pause. Et quels sont d'abord vos sentiments, votre message à l'endroit de vos militants? Parce qu'il faut le rappeler que vous n'aviez pas d'adversaire dans votre parti. Vous n'avez pas eu d'adversaire lors du congrès. Bien, je voudrais dire que c'est un sentiment de joie, un sentiment de devoir accompli. Parce que si j'ai été réélu, si mes collègues m'ont fait confiance, encore une fois, c'est parce que certainement le travail précédent a été bien fait. Donc voilà, c'est ce sentiment que j'ai de reconnaissance envers tous les membres du Parti Nouvelle Vision, tous les militants et les membres du bureau politique national. D'accord. Donc, on va d'abord aller en pause, histoire de revenir à 10h pour poursuivre cette émission. Le scanner, vous l'avez déjà compris, nous avons comme invité politique de ce matin, M. Togba Dounamou. Il est président du parti Nouvelle Vision. Avec lui, nous allons parler effectivement de l'actualité sociopolitique en République de Guinée. Attendez-vous quand même à un débat très houleux dans ce studio. Ne zappez surtout pas. Kavi TV, la télé du développement. Le village en même temps en ville, c'est la magie de Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité.
Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Le village en même temps en ville, c'est la magie de Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Le village en même temps en ville, c'est la magie de Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net.
Merci de nous retrouver dans la dernière partie de cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30 avec vous. Nous parlons de politique, d'actualité sociopolitique avec notre invité, M. Togba Dounamou. Il est président du parti Nouvelle Vision. M. Togba, on parle maintenant de votre congrès organisé il y a quelques semaines qui vous porte une fois encore à la tête du parti Nouvelle Vision. Vous venez de remercier vos militants et sympathisants. Mais d'abord, que reprochait le MATD à votre parti? Est-ce seulement le congrès ou vos finances également? Évidemment, le congrès était en première ligne parce que il faut admettre que nous avons eu notre avant-dernier congrès en février 2019. Donc le mandat étant de 5 ans, il fallait quand même penser à renouveler les instances dirigeantes du parti à travers un congrès, et c'est ce que nous avons fait. Et cela a été réclamé par le ministère de l'administration du territoire. Mais au-delà, effectivement, il y avait quelques autres documents qui avaient été demandés. Mais par la grâce de Dieu et l'engagement de nos membres du bureau politique national, tous les documents ont été réunis et déposés au ministère de l'administration du territoire. Donc aujourd'hui, on peut dire que le parti PNV est en règle. Donc aucune menace ne plane pour le moment. Il appartient au ministère de l'administration du territoire de définir tout cela. Mais de notre côté, nous estimons que nous avons déposé tous les documents nécessaires, tous les documents qui ont été demandés. Alors, oui, justement, en parlant du MATD, j'allais dire, est-ce que vous aviez constaté ou reçu tout au plus de représentants du MATD, parce que comme cela est exigé par la loi lors de votre congrès? Lors de notre congrès, nous en avions même 2. Bien. Mais nous en étions honorés. On n'était pas... Voilà, nous l'avons réclamé. Avant même le congrès, nous avons déposé un courrier au ministère de l'administration du territoire pour demander à ce qu'il y ait des représentants du MATD, et nous en avons eu 2. Ah, Dieu merci. Donc, on peut dire que tout s'est passé dans les règles de l'art. En tout cas, du dire des représentants, nous estimons qu'ils étaient satisfaits du travail qui a été fait. Alors, financement, parlons-en. Dites-nous comment ça se passe au-delà des exigences du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Comment se finance le parti Nouvelle Vision? Le parti Nouvelle Vision se finance à travers les dons, à travers les cotisations de ses membres, à travers la vente de ses cartes de membres, et ainsi de suite. Donc comme tout parti politique d'ailleurs, ou selon la... C'est ce qu'on nous dit, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce qui est effectif? C'est vague. Mais de toutes les façons, si le parti fonctionne et correctement, il faut savoir qu'effectivement, il y a un côté financier qui ne souffre pas. Mais il faut dire aussi que il n'y a aucun autre moyen d'obtenir ces financements si ce n'est pas à travers des membres eux-mêmes ou des bonnes volontés. C'est ce qu'on appelle des dons, des gens qui souscrivent à notre programme de société, qui espèrent que demain sera meilleur à travers nous et qui décident donc d'accompagner le parti. Donc à l'image de plusieurs partis aujourd'hui, on peut le dire, au niveau du parti Nouvelle Vision, tout ne se repose pas sur le président. Ah non, mais un parti politique, c'est quand même une grande institution. Doit être une grande institution. C'est une grande institution. Doit être. Et donc, c'est une grande institution. C'est une grande institution. Et un seul homme ne peut pas reposer tout cela sur ses épaules. Ce n'est pas possible. Je le dis en connaissance de cause, Abdallah, parce que vous savez très bien qu'en Guinée, ici, nos partis politiques, c'est comme des entreprises unipersonnelles. En réalité, c'est le président qui cherche à avoir autour de lui un certain nombre d'éléments. Et puis, ça fonctionne comme ça. C'est pourquoi la plupart des formations politiques, quand le leader n'est pas là, et puis tout s'effiloche. C'est en cela que j'ai dit au président, contrairement à certains partis politiques, on peut le dire aujourd'hui, M. Dounamou, par exemple, qui est empêché ou qui a un poste nominatif quelque part ou électif, est-ce que le parti peut fonctionner sans vous? C'est là la question. Bien sûr. Le parti Nouvelle Vision fonctionne essentiellement sur la base des statuts et règlements intérieurs, sur la base de nos textes réglementaires. Et cela n'affecte pas la vie du parti à un homme. La vie du parti ne repose pas sur un seul homme. Donc nous estimons que si je ne suis pas là, quelqu'un d'autre est là. Et le principe de fonctionnement reste le même. Justement, parlons de sa constitution. Mohamed, permets-moi après, tu auras... Je voulais juste renchérir la question. Oui, justement, j'ai renchéri moi aussi.
pour dire que parlez-nous de sa constitution. Qu'est-ce que vous appelez constitution? Constitution, je parler parle de l'organigramme de... Est-ce que vous avez des vice-présidences ou c'est un peu comme de l'autre côté? Le parti est dirigé... bon, je ne sais pas d'où vous parlez, mais de notre côté, nous avons un président. Il y a même 3 vice-présidents qui me suivent. Et en dehors de ça, vous avez un comité de contrôle qui est bien structuré et dont la charge est de vérifier la conformité de tout ce que nous faisons avec nos statuts, avec nos textes réglementaires et les lois de la République. Alors aujourd'hui, quand même, la question qu'a posée, elle mérite tout son pesant d'or concernant aujourd'hui votre personnalité et le parti que vous dirigez. Étant quand même aujourd'hui avec cette ressource que vous énergueillissez aujourd'hui d'en avoir. Est-ce que au-delà de cela, dites-nous pourquoi vous n'avez pas eu d'adversaire lors de ce congrès-là, si quand même votre parti regorge quand même tant de, disons, de personnes qui peuvent prendre soin de ce parti, même si vous n'êtes pas là? Bien, tout dépend de l'ambition des uns et des autres. Moi, je ne peux pas imposer à quelqu'un de se présenter comme adversaire. On pourrait le faire de façon... on pourrait faire ce montage-là comme certains pourraient le faire. Mais nous avons laissé libre cours à chacun de réfléchir et de voir à quelle position il pourrait se présenter. Je rappelle qu'il y a plusieurs postes à l'interne. Après publication, certains, en voyant la position des autres, ont estimé que les intéressés pourraient mieux faire qu'eux, ils ont retiré leur candidature. Ça, ce sont des trucs qui se passent à l'interne, bien avant qu'on vienne au Congrès. Mais de façon libre et de façon transparente, il s'est avéré que au poste de président, j'étais le seul. Bien. Aujourd'hui, parlant de l'avenir, puisque c'est le thème qui nous réunit ce matin, au-delà des congrès que vous organisez, quelle est votre grille de lecture sur l'avenir des partis politiques en République de Guinée, si le MATD aujourd'hui a prouvé aux yeux du monde que des partis politiques battaient le pavé en République de Guinée, criaient sur tous les toits, mais n'étaient pas dans les normes? J'estime que c'est une responsabilité partagée. D'un côté, il y a les partis politiques qui ne jouaient pas leur rôle, mais de l'autre aussi, il faut admettre que le ministère de l'administration du territoire lui-même, dans le passé, n'a pas pleinement joué son rôle. Et c'est ce qui a conduit à se laisser aller. Et donc, je dois dire, féliciter l'ère du CNRD, féliciter le CNRD pour toutes les initiatives prises dans ce sens-là, parce que ça contribue à mettre de l'ordre dans la sphère politique nationale. Et cela est important. Il ne suffit pas d'écrire des textes, de très beaux textes et de les déposer, mais il faut les mettre en pratique. Et tout ce qui est en train d'être fait par le ministère de l'administration du territoire rentre dans le cadre du respect de la charte des partis politiques. Bien, donc vous estimez que, contrairement à certains partis politiques, que le MATD n'est pas tombé, comme on le dit en français courant, n'est pas tombé sur un parti politique. Non, nous estimons. Bon, maintenant, le traitement interne, moi je ne suis pas avec le ministère de l'administration du territoire pour regarder chaque document déposé par chacun des partis politiques. Et en juger, c'est eux qui reçoivent, c'est le ministère qui reçoit tous les documents et qui emporte les jugements. Ces jugements sont-ils faux ou vrais? Moi, je ne peux pas commenter cela. Mais ce que je sais, est que la démarche, elle est bonne. Et le fait de suivre les partis politiques, de les amener à respecter le contenu de la charte des partis politiques, c'est quand même à saluer. Bien. Oui. Donc, ça veut dire tout simplement que derrière, vous pouvez le dire ici, confirmer qu'il n'y a pas une idée d'une répression politique. Tout ça, moi, je ne peux pas commenter cela. Ce que je sais, en ce qui vous concerne, justement. Ce que je sais est que ce que le ministère de l'administration du territoire est en train de faire aujourd'hui, c'est effectivement inscrit dans ses prérogatives. Bien, c'est tout à fait normal. Parlons maintenant du dialogue social aujourd'hui qui traîne. On a, comme chacun est resté sur sa position, les acteurs sociopolitiques, vous demandez à ce qu'il y ait un dialogue. Le pouvoir en place s'occupe d'autres priorités, le PN avec la nouvelle constitution. On ne parle plus d'élections en République de Guinée. Vous avez été quand même membre, vous êtes membre même du comité de suivi des résolutions du cadre du dialogue. Aujourd'hui, vous-même bloqué dans votre processus. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Togba Dounamou peut nous dire qu'il y a carrément une crise en République de Guinée, une crise de dialogue? Je pense qu'il y a une correction à apporter au cadre du dialogue, parce que
Nous l'avons dit, le cadre de dialogue est ouvert. Le cadre de dialogue inclusif interguinéen, il s'est tenu et il continue à être ouvert. À tout moment, nous pouvons convoquer une plénière. Il ne s'agit pas d'instituer un nouveau cadre de dialogue maintenant, mais d'abord de faire le suivi des résolutions issues des premiers débats au sein de ce cadre de dialogue et de continuer à envisager l'ouverture des plénières en cas de nécessité, lorsque par exemple le besoin se pose. Alors, je dirais qu'il faut quand même interpeller le Premier ministre dans son rôle de garant du dialogue social, qui doit faire un petit effort pour que les acteurs sociopolitiques à nouveau se retrouvent, pour essayer ne serait-ce que pour une journée ou le temps d'une plénière, discuter très bien de certains éléments et même de certaines résolutions qui ont été votées pendant les séances précédentes. Alors, récemment, il avait quand même tendu cette main pour, disons, dialoguer à nouveau. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensiez quand même que c'était une main politique? Le Premier ministre ne tend pas la main. À ce stade, je dis bien que le dialogue est ouvert. Il suffit de convoquer tous les acteurs sociopolitiques à une plénière et nous serons présents. Donc ce n'est pas une main tendue pour vous? J'estime qu'il convoque juste les acteurs sociopolitiques à une plénière et nous serons là. Bien. Justement, vous l'avez rencontré bien avant que votre premier passage ici, on avait évoqué, ça a peiné à ce que vous puissiez rencontrer le Premier ministre. Finalement, entre-temps, je crois que vous avez été reçu au niveau de la primature. Dites-nous, qu'est-ce qu'il en était de cette rencontre? Le Premier ministre a fait des promesses intéressantes. C'était fascinant quand on l'a rencontré. Il a réitéré sa volonté de continuer le dialogue, de continuer à soutenir le suivi des résolutions issues du cadre de dialogue. Et également, nous étions beaucoup plus euphoriques à l'idée que le dialogue, que les activités du comité permanent reprennent en début d'année. C'est ce qu'il avait promis. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire des efforts pour que cette promesse soit tenue. Entre les promesses et la réalité aujourd'hui, dites-nous, puisque vous êtes membre à part entière de ces comités de suivi-là, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Vous êtes pour ceux qui pensent qu'un autre cadre de dialogue serait disons, un autre problème qui s'est posé parce que tout simplement le format va changer. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'on ait un cadre de dialogue inclusif et franc? Bien, nous pensons que le cadre de dialogue qui existe déjà est bien structuré. Il est aussi franc parce que les discussions à ce niveau-là sont sincères. Ce qui reste à faire, c'est que est-ce que les résolutions issues du cadre de dialogue s'inscrivent dans la priorité de ceux qui nous gouvernent? C'est cela le problème. Et c'est pourquoi je dis que les résolutions issues du cadre de dialogue restent et demeurent. Et aujourd'hui, nous n'avons pas assez de lisibilité sur la mise en œuvre de ces résolutions-là. Et c'est ce que nous voulons corriger. Il faut que le comité permanent fasse pleinement son travail et produise un rapport partagé avec l'ensemble des acteurs sociopolitiques pour que chacun de son côté comprenne à quel niveau nous sommes par rapport à la mise en œuvre des résolutions issues du cadre du dialogue. Et s'il y a nécessité maintenant que des discussions soient menées autour des résolutions spécifiques, alors on peut bien envisager cela. Maintenant, cette question, on a suivi les différentes sorties, les différentes communications de deux membres, pas des moindres, du gouvernement guinéen. Notamment, la première communication portait sur les élections. La deuxième également. La première disait quoi? Qu'il était impossible d'organiser toutes les élections en 2025. C'est le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo qui l'a dit. Plus loin, c'est le Premier ministre Amadou Riba qui vient en contre-pied pour dire qu'on va organiser, qu'on pourra organiser ou qu'on pourrait organiser toutes les élections en 2025, c'est-à-dire même les présidentielles. Aujourd'hui, vous qui vivez ou que nous qui vivons, pour vous, est-ce qu'il est possible d'organiser toutes les élections en cette année 2025, pour vous? Nous, la première question que nous nous posons d'abord, c'est où en sommes-nous avec le PNRAVEC? Parce qu'on ne peut pas aller aux élections sans fichier électoral. Donc, tâchons d'abord de discuter de la question du fichier électoral et après, on parlera des élections. Faisons des efforts pour que le PNRAVEC aboutisse le plus rapidement possible
afin que nous puissions y extraire de la base de données du PNRAVEC le fichier électoral qui pourrait nous amener à organiser le référendum. Même si certains acteurs veulent faire un rétropédalage, demander un autre fichier. Quel autre fichier? De 2020, de faire recours au fichier de 2020. Je l'ai dit ailleurs, le fichier de 2020 n'est plus d'actualité. Même le temps pour nous de réviser... Mais il existe quand même. Le temps pour nous de réviser ce fichier-là, cela prendrait assez de temps. Et cela ne démontrerait pas une certaine transparence dans ce que nous faisons. Vous savez, la question du fichier électoral a fait trop de mal à la Guinée et nous pensons qu'il est temps de résoudre définitivement cela. Essayons de patienter, mais surtout d'encourager le ministère de l'administration du territoire. De passage, je voudrais saluer le ministre actuel de l'administration du territoire qui a diligenté le processus, parce qu'avant lui, même la nomination du coordinateur avait posé problème. Mais quand il est venu, il a accéléré le processus, le coordinateur a été nommé et aujourd'hui, nous voyons des hommes et des femmes sur le terrain qui sont en train de travailler dans ce sens. Il faut encourager le gouvernement à multiplier les efforts, à multiplier les moyens pour que le PNRAVEC aboutisse le plus vite possible. Donc sans PNRAVEC, pas d'élection pour vous? Je suis du camp de ceux qui estiment que il faut extraire le fichier électoral de la base de données du PNRAVEC, parce que c'est un fichier biométrique, un fichier qui éviterait ce que nous avons connu avant. En 2020. Vous savez, le fichier électoral que nous avons connu en 2020, Séguiré était plus peuplé que Conakry. Et donc, on ne peut pas continuer dans ce sens-là. Un pays ne se développe pas sur la base de telles manipulations. Et on peut l'assainir. Vouloir aujourd'hui extraire, c'est-à-dire, disons, le fichier du plan du PNRAVEC, est-ce que cela, quand même, ne va pas encore créer un autre problème par rapport à la crédibilité effective, du fichier? En termes de crédibilité, la seule alternative, c'est d'extraire le fichier électoral du PNRAVEC. Parce que là, c'est sûr. Là, nous passons... vous voyez, c'est un fichier biométrique. C'est un fichier qui est exempt de doublons. Un fichier qui pourrait très facilement... Il suffit d'interroger la base de données pour savoir qui sont ces gens qui sont en âge de voter. Et puis, vous avez un fichier électoral. C'est tout à fait simple. Mais est-ce que cela peut se passer sans ce recensement quand même qui est aujourd'hui en train de... C'est ce que nous appelons le PNRAVEC. C'est ce PNRAVEC qui est en c'est l'ensemble de tout cela. C'est ce que je dis. Le PNRAVEC, il faut encourager la diligence du processus pour que nous puissions y extraire le fichier électoral. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, entre exigence et diligence, il y a un fait qui est là. Le fait qu'aujourd'hui, quand nous voyons l'évolution du processus, que ça balbutie en partie. Alors, si ça continue comme ça, ce que ça veut dire, à votre niveau ici, vous n'êtes pas pressé pour les élections, et même si c'est pour 2026, il faut qu'on ait un fichier extrait du PNRAVEC, c'est ce qui garantirait un scrutin libre et transparent. C'est cela? À quoi ça sert de parler d'un retour à l'ordre constitutionnel si à la fin les résultats ne sont pas consensuels? Moi je dis, il faut faire en sorte que chaque acteur sociopolitique mette de l'eau dans son vin et oriente mieux le débat. Parce que si le débat porte sur le PNRAVEC, chacun saura que le problème se situe à ce niveau-là, et les responsables en charge du PNRAVEC sauront que le monde entier les regarde. Ils mettront tout en œuvre pour que ça aboutisse très vite, très rapidement. Mais on ne peut pas continuer à parler d'élections, à parler de ces... alors que l'essentiel même est mis de côté. Donc, focalisons-nous sur le PNRAVEC. Faisons en sorte que ce processus-là aboutisse et ça sera pour le bonheur de tout le monde. Bien. Alors, l'autre question... Qu'en dites-vous de cette contradiction entre quand même la sortie du Premier ministre et celle du porte-parole du gouvernement par rapport à la tenue des élections, disons des élections, parce que de la base au sommet, durant 2025? Ils sont tous deux membres du gouvernement, je n'interfère pas sur ce qu'ils disent. Alors, mais entre les deux, c'est lui qui dit. Parce que j'ai l'impression que Monsieur Donamou, il a conclu. Non mais il a conclu. C'est comme si on disait Anaïtagui. Anaïtagui, mais lui-même il a sa position. Sa position est beaucoup plus proche de celle de Gawal. Ah bon? Qui dit que toutes les élections ne pourront pas s'organiser en 2025. Et de toute évidence aujourd'hui, nous nous asséminons vers cela.
Parce que le fichier dont on parle... Vous ne pouvez pas tirer une telle conclusion. Moi, je vous dis pas que ma question est... Ce que je dis, c'est complètement différent de ce que vous êtes en train de dire. Je dis bien qu'il faut diligenter le PNRAVEC. Et si c'est diligenté, qui vous dit qu'on ne peut pas finir tout le processus d'ici avril ou mai? C'est bien possible. Et si on le finit, si ce processus est fini, on peut facilement interroger la base de données et trouver le fichier électoral dont on a besoin. Alors, donc je ne suis pas en train de dire ici que je soutiens les propos du ministre porte-parole du gouvernement. Mais je dis ça colle mieux, hein. Je n'ai pas dit que vous les soutenez, mais à l'analyse de vos propos, je pense que ça colle mieux avec les propos d'Ousmane Gawal Diallo. Alors, aujourd'hui, de manière générale, nous sommes dans un processus où le président, dans son discours à l'adresse à la nation, il avait promis quand même de libérer, disons, les activités politiques. Il y a eu un acteur politique aussi qui avait bien voulu mener ses activités au niveau de la forêt, qui a été empêché. Dites-nous comment, de loin, vous analysez tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays du point de vue politique. Bon, il faut dire que je n'ai pas compris le sens de cette expression dans le discours du chef de l'État, parce que, à ma connaissance, les activités politiques n'ont jamais été gelées en Guinée. On a dit qu'il faut arrêter les manifestations sur la voie publique. C'est ce que nous savons. Mais comment on appelle, les congrès se tiennent des partis politiques, vous avez les assemblées générales des partis politiques se tiennent dans leur QG. Et le discours politique, même si à un moment donné, certains sont trop contrôlés, mais il faut dire que quand même les activités politiques continuent. Maintenant, quand il dit qu'il allait libérer encore une fois les activités politiques, moi je n'ai pas compris le sens et jusque-là je m'interroge. Peut-être vous n'êtes pas dans le même cadre que certains partis politiques, mais pour beaucoup de partis politiques, la restriction elle est de mise là. Oui, mais si aucun acte officiel n'a été mis pour interdire les activités politiques, on ne peut pas dire qu'il faut attendre un autre acte pour les libérer. Peut-être un mot sur l'immersion gouvernementale qui se passe actuellement à Zérékoré. Bon, l'immersion gouvernementale est une bonne chose parce que quand les gouvernants sont proches des gouvernés, on ne peut que saluer. Maintenant, ça dépend de ce que l'on fait de tout cela. Si ça sert à faire de la propagande, alors moi je dis non. Mais si ça sert vraiment à cartographier les besoins des populations et à répondre, à trouver des réponses à cela, j'estime que c'est une bonne chose qu'il faut saluer. Bien, avant de vous laisser partir aujourd'hui, quel message à lancer aux autorités guinéennes, à vos pairs des partis politiques, à vos militants? Il faut dire que nous sommes dans un monde qui est en train d'évoluer et nous pensons que cette transition, dès le début, nous avons estimé que c'était une opportunité pour la Guinée. Une opportunité en ce sens qu'on pourrait saisir cette occasion pour changer tout ce qui n'a pas marché dans le passé. Au regard du discours du chef de l'État actuel, à la prise du pouvoir, nous avons estimé qu'il était empreint quand même d'une certaine sincérité et cela pourrait permettre de corriger. Et si nous devons corriger, il faut mettre des valeurs en avant. Bien. Tous les pays qui se sont développés dans le monde se sont développés à partir de quelques valeurs qui se sont données. Les États-Unis, par exemple, les États-Unis ont mis en avant le patriotisme. Vous prenez un Américain, il vous dira l'Amérique d'abord. Tout ce qu'il fait, il fait des efforts dans ce sens-là. Et donc, ils servent plutôt leur État, ils servent leur pays, ils ne servent pas un homme. Aujourd'hui, en Guinée, il faut que cette culture aussi soit développée, qu'on continue, que chacun, à tous les niveaux, envisage de servir le pays et non un homme. Donc, si aujourd'hui on voit que l'hypocrisie est même récompensée, il faut quand même que les gens fassent machine arrière pour essayer de voir ce qu'il faut corriger à ce niveau-là. Développons des valeurs. Nous avons des valeurs de la dignité, de l'honneur qui sont immarcescibles en Afrique et en Guinée surtout. Essayons de développer ces valeurs-là. Faisons en sorte que les hommes soient au service de leur pays. Vous serez candidat à l'élection présidentielle? C'est ce que nous envisageons. Bien. Merci en tout cas à M. Tokba Dounamou. Je rappelle que vous êtes
le président du parti Nouvelle Vision, réélu il y a quelques semaines. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci Aya Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à notre invité, merci à tous. Merci à nos auditeurs fidèles. Je n'ai pas pu lire tous les messages. Merci à Dr Mamadi Djoubaté, consultant sur des questions minières. Merci également à M. Souleymane Mansaré depuis le Bébamp qui nous ont laissé des messages. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs. Merci à l'équipe technique du jour, à Michel Ouamounou, Mamadou Diallo côté radio, Salimatou Sissé Baba Koivogui et Fatoumata Kaba côté télé. Merci à toutes et à tous. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.